Pascal? Ça va super bien. Comment ça va, Greg? J'ai envie de te faire le bisou, mais ça fait comme si on se connaissait bien, tout ça, et ça serait... Bah, je vais quand même te faire... Oui, c'est nouveau. C'est moi, Fred, tu vois. Ça va? Arrête de me toucher la moustache, là, un petit coquin, là. Ah, pardon. Bon, c'est un plaisir. Ludo, viens avec moi, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? C'est moi les conférences, mais là, je crois qu'il y a quelque chose par rapport au métier de doublage. Je vois qu'il y a un ordinateur, là. Effectivement. Alors, attention, micro. On va parler donc à travers cette conférence donc des coulisses du doublage pour que vous puissiez en apprendre un peu plus parce que pour parfois certains d'entre vous, le doublage ça se passe derrière un ordinateur, à regarder une bande rythmo sur YouTube ou alors le faire un petit peu de votre côté et il y a tout un métier, derrière. Donc le fait c'est qu'on va parler justement des expériences aussi bien de directeur artistique et de comédien de Grégory Lenné et de comédienne de Pascal Chemin pour pouvoir discuter un peu de tout ceci. Donc on va vraiment être dans un échange de questions sur le métier de comédien. Donc vous allez pouvoir parler un petit peu de vous, de votre parcours, etc. etc. Et du coup, Fred après posera des questions et rebondira sur ce que vous avez. Après la fin de cette conférence, un peu avant la fin de cette conférence, on vous parlera aussi de deux choses qui sont très importantes et j'aimerais qu'on en parle aussi au début de cette conférence-là. C'est un danger qui aujourd'hui menace dans un premier temps les comédiennes et les comédiens, mais qui vont menacer des milliers, voire des millions d'emplois dans les années à venir. Ce danger, c'est l'intelligence artificielle, pour le coup. Donc on en a parlé avec les comédiens Damien Boisseau et Jean-Pierre Michael. Fred, du coup, on a parlé il y a quelques heures de ceci. On va en parler aussi avec Greg et Pascal parce que c'est quelque chose qui fait partie aussi du métier de comédien. Maintenant, ça va devenir leur quotidien de pouvoir lutter contre ça. Et d'ailleurs, il y a déjà des prémices de doublage qui sont effectuées par des intelligences artificielles, des doublages qui sont absolument catastrophiques et duquel vous allez probablement parler. Donc voilà, je vous demande encore une nouvelle fois de les applaudir très fort. Et voilà. Tu as tout dit. Merci à tous. Bonne journée. Non, mais voilà. T'as un micro? Attends, il n'y a pas de micro. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai la voix qui porte. Moi j'ai la voix qui porte, j'ai pas besoin de micro. Excusez-nous, madame. D'accord? Et nous, avec nos voix fluettes, on est obligé d'avoir des micros, tu comprends? Voilà. Non, bon, c'est pas ça. Bon, en tout cas, encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir sur cette scène du TGS, là, dans cet hémicycle, avec des gens qui ont certainement posé énormément de questions. Attention, c'est affirmatif. Vous avez posé énormément de questions, d'accord? Et donc, on va tourner... pas sur mon pupitre, hein. Ouais, non. Surtout qu'on a la chance d'avoir deux beaux comédiens. Alors, tout à l'heure, effectivement, Ludo disait, on a parlé des dangers de l'IA dans le métier du doublage et autres. On l'a fait en début, d'accord? En début de conférence. Là, on va le faire enfin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va privilégier quand même de vous laisser parler, de parler un petit peu du métier et autres, pour ensuite mettre le doigt sur cette grosse problématique à l'heure actuelle qui est l'IA dans le métier de doublage. Attention, c'est une problématique dans le métier de doublage, c'est une problématique dans beaucoup de choses aussi, hein, je vous le dis. Donc voilà, ce qui pourrait être un outil ne l'est pas nécessairement à l'heure actuelle. Donc on va en parler tout à l'heure avec nos deux comédiens qui sont là, qui sont très engagés sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, moi je vais vivre cette conférence, mais vous allez la faire vivre aussi. On peut commencer les hostilités avec vous, on peut commencer les hostilités avec moi, il n'y a aucun problème. Donc s'il y a une question dès le début, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous avez une question pour nos comédiens? Et ben voilà, alors tu peux parler, n'hésite pas. J'ai pu voir ce matin, du coup, quand vous avez initié au doublage, c'était devant un animé, devant une bande où vous devez lire le texte. Et c'était une question pour vous, parce que chemin, vous avez doublé le commandant Shepard, et c'est pour savoir comment ça fonctionnait avec un jeu vidéo. Alors, oui, ce matin, on a montré comment fonctionnait le doublage. Le doublage d'un dessin animé, d'un live, etc. C'est avec une bande rythmo, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire le texte qui est synchro avec l'image. Pour le jeu vidéo, même si on pose nos voix sur des personnages de jeux vidéo,
la technique n'est pas du tout la même, puisqu'il n'y a pas de bande rythmée. On travaille en jeu vidéo sans images, et donc sans rythme. Nous avons le directeur artistique avec qui on travaille peut nous montrer, ou pas, parce que ça arrive, hein, peut nous montrer une image de notre personnage en disant visuellement il est comme ci, il est comme ça, voilà, quelques caractéristiques. Et après, on a des fichiers, donc des textes, des phrases qui sont écrites et qui vont défiler devant nous. On travaille avec l'original, c'est-à-dire qu'en fait, on entend la voix anglaise, et la voix anglaise sur un écran, et on a le spectre de la voix, c'est-à-dire avec la longueur du fichier, etc. Et les ondes de la voix, donc on a le dessin des ondes, si la voix est, si ça gueule, si machin, s'il y a un temps d'arrêt, etc. Et nous, notre travail, c'est d'entendre la voix originale et tout de suite après, d'interpréter cette même phrase en français et avec la même intention. Et après, il peut y avoir des caractéristiques techniques, soit le fichier doit rigoureusement avoir la même longueur, soit il n'y a pas de longueur, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de lips dans le jeu, etc. Donc ça, c'est des contraintes, voilà, c'est des contraintes techniques. Mais il n'y a pas d'image et il n'y a pas de bande rythme. Alors c'est intéressant ce que tu dis Pascal, parce que du coup on est à l'heure actuelle sur l'avènement des jeux qui se font très cinématographiques, donc finalement avec des grands personnages, avec des interprétations et autres, et pourtant on reste encore dans une comment dirais-je, une spécificité de doublage qui n'est pas la même que sur du cinéma, sur une série et autres. Est-ce qu'on peut en venir justement à ce qu'un jour le jeu vidéo soit réellement doublé comme un film ou une série? Alors oui, parce que c'est pas la majorité, mais ça commence. C'est-à-dire ce qu'on appelle les cinématiques en jeu vidéo, où voilà, il y a toute une scène avec les personnages qui parlent, qui jouent quelque chose. On commence petit à petit à les doubler comme une série télé, comme un film, avec la bande rythmo. Ça reste encore assez rare, c'est pas souvent, mais ça arrive. Moi je vois par exemple sur le jeu où je fais Johnny dans Final Fantasy VII Remake, c'est la première fois depuis des années, j'ai presque tout sur une bande rythmo. Voilà, mais c'est extrêmement rare, c'est vraiment très rare encore. Moi j'avais fait un jeu vidéo qui s'appelle Death Gone, et le héros avait tellement de choses qui étaient synchrones qu'on lui avait mis son texte sur une bande rythmo, mais seulement son texte à lui. Ceux qui avaient moins de cinématiques avec des questions de lips, nous on le faisait à vue, c'est-à-dire qu'on avait quand même l'image, on avait le texte et puis on essayait de le faire rentrer, un peu à vue sans qu'il y ait de bande rythmo. Mais par contre, comme c'est un petit peu plus long, le comédien qui avait le rôle principal aurait passé énormément de temps. Déjà, c'était un jeu très bavard. Donc voilà, pour réduire le temps, parce que le temps c'est de l'argent, pour réduire son temps d'enregistrement, ça avait été couché sur une bande rythmo. Mais moi, c'est la seule fois que j'ai vu ça. Toi, tu dis sur sur Final Fantasy. Voilà, donc ça risque de venir. Après, je pense que, je dis peut-être des bêtises, que si ça devient sur une bande rythmo, est-ce que ça ne ferait pas partie d'un doublage? Et est-ce que ça ne répondrait pas à des... Est-ce que ça ne rentrerait pas dans la convention collective du doublage? Voilà. Et donc là, on arrive à des choses différentes. Voilà. Excuse-moi Pascal, mais là je rebondis sur ce que tu dis parce que ça m'intéresse. Est-ce que tu es en train de dire que quand on fait un jeu vidéo, ça ne rentre pas dans le doublage comme... tu vois, voilà, il y a peut-être des gens qui ne savent pas nécessairement ça. On a le doublage de films, de séries télé ou de documentaires est régi par une convention collective qui définit ce qu'est un doublage et qui définit nos salaires. Voilà, qui dit combien on va gagner pour tant de texte, tout ça, voilà. Tout ça c'est régi par une convention collective. Le jeu vidéo n'a pas de convention collective. Donc ça n'est... Officiellement, on va dire officiellement, c'est pas vraiment considéré comme du doublage en fait. Ça n'en est pas. Voilà, c'en est, mais il ne fait pas partie de cette convention collective, donc en fait les éditeurs de jeux vidéo peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ok, très bien. Alors quand même,
les sociétés en France s'accordent, alors là c'est des choses purement économiques, etc., ça n'a rien d'artistique, mais s'accordent pour que voilà, on va dire les salaires soient à peu près équivalents, etc. Il y a une sorte de consensus mou, voilà, mais il pourrait très bien complètement faire autre chose, parce qu'il n'y a pas de convention collective. Donc s'il y avait une bande rythmo, etc., peut-être que ça rentrerait. Enfin, je ne sais pas. Hein. Écoute, on verra comment va évoluer justement le doublage sur le jeu vidéo. Glenn, justement, on parle souvent, quand on parle du métier de comédien, de doublage et autres, on parle du métier de comédien de doublage, ok, mais je sais qu'il y a aussi d'autres branches comme la direction artistique et autres, et toi je sais que tu diriges régulièrement sur des animés, autres, et moi je voulais savoir, je voudrais que tu me parles un petit peu de cette branche, de ce métier dont on ne parle pas nécessairement, même s'il fait partie justement du métier du doublage. Bah, la direction artistique, moi je compare souvent ça à... Un directeur artistique pour moi c'est un metteur en scène en fait. C'est un peu la même idée, ou un réalisateur de film. C'est-à-dire on va confier au directeur artistique le doublage par exemple d'une série, d'un animé. Son travail ça va être déjà de le regarder, de le comprendre, ensuite de choisir les comédiens qu'il estime être les meilleurs pour chaque personnage. Et une fois en plateau, de les diriger, de leur expliquer leur personnage, leur expliquer les émotions qu'ils vont avoir à jouer dans chaque scène et de vérifier qu'ils le font bien. Donc quand le comédien double sa scène et ne la réussit pas forcément, c'est au directeur artistique de dire « Ah, attention, là tu n'as pas assez pleuré, là tu n'as pas parlé assez fort, là tu t'adresses à tel personnage mais il est beaucoup plus loin à l'image, il faut que tu projettes ta voix un peu plus. » Voilà, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui doit expliquer et guider, il doit expliquer au comédien et le guider dans son jeu. La différence entre diriger justement des comédiens sur un animé ou sur un film, une série, il y a un jeu qui est différent. Oui, ouais. L'animé a des codes de jeu, alors l'animé japonais précisément, parce que les dessins animés américains c'est encore autre chose. L'animé japonais a des codes de jeu extrêmement particuliers. Et donc c'est vraiment une technique différente par rapport aux films et aux séries, principalement dans l'énergie. Il y a une énergie vraiment très particulière à mettre, et la différence c'est que les codes de jeu japonais, eux, sont toujours dans l'exagération extrême de leurs émotions. C'est comme ça qu'on leur apprend à jouer en cours de théâtre, alors que nous, on nous apprend toujours à jouer de manière la plus naturelle possible. Et du coup, le doublage d'animé japonais, le but c'est de réussir à concilier les deux, ce qui est extrêmement dur parce que exagérer tout en restant naturel, c'est un peu un paradoxe. Mais voilà, c'est le travail à faire et c'est très compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a certains comédiens de doublage qui ne savent pas doubler d'animé, qui n'y arrivent pas, parce que ce sont des codes à part qui sont très particuliers et qui ne marchent que pour le doublage d'animé. Et alors de l'extérieur, pardon, le travail d'un directeur artistique, parce qu'il vous a parlé de la chose effectivement qui est importante, qui est l'artistique, du choix du comédien, le diriger, etc. En amont, ça nécessite un travail de préparation. Exactement comme on fait un plan de film en disant tel jour on va tourner telle séquence, tel truc pour qu'on soit dans le même décor, que le décor coûte le moins d'argent possible, on va machin. Et bien c'est pareil, c'est-à-dire que quand il a 25 comédiens et 5 dates sur une semaine, il va d'abord demander les dispositions de tous les comédiens, puis après en fonction des scènes il faut machin, etc., qu'il fasse une espèce de Tetris. Et puis tout d'un coup, quelqu'un lui dit moi j'ai 3 jours, je suis libre lundi, mardi, jeudi. Ok, il note les dispos, il commence son plan de travail. Puis le comédien va lui envoyer un truc. Ah, désolé mon Greg, mais finalement jeudi je suis pris. Ah bah merde, il l'avait mis jeudi. Donc finalement il va mettre quelqu'un à la place. Donc c'est aussi énormément de travail de préparation en amont, ce qui paraît, ce qui n'est pas intéressant, hein, mais ce qui a beaucoup et qui est de plus en plus présent parce que à un moment, depuis la Covid, on enregistre moins ensemble et que aussi pour des soucis techniques, pour des contraintes techniques, on n'enregistre pas toujours avec ses camarades pour des questions de pistes de son, etc. Donc quelquefois, il vaut mieux prendre les comédiens un par un et que ça défile, etc. Avant, quand il y avait un film, à la limite, les 2 rôles principaux, on dit ça s'enregistre lundi, mardi, mercredi. Mercredi, je fais mes ambiances, mes petits rôles. Lundi, mardi, j'ai les 2 comédiens. Boum, je les prends. Et c'était simple. Maintenant, je crois que
ce qu'on appelle les croisillers ou les plans de travail pour arriver à optimiser ce temps sont de plus en plus compliqués. Merci. Tu avais une question, c'est ça? C'était concernant du coup le directeur artistique. Il y a de plus en plus de comédiens de village qui, entre-temps, du coup, comme toi, qui devient des directeurs artistiques. Est-ce que l'expérience qu'on a en tant que comédien de village nous permet d'avoir assez d'expérience pour après derrière devenir directeur artistique et être pris au sérieux, avoir les bagages des connaissances nécessaires? Ah, c'est compliqué de répondre à ça. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé d'être comédien, mais c'est super dur. Alors, moi, je ne suis pas directrice artistique, mais en tant que comédienne, je suis dirigée par des gens différents, évidemment. En fait, je ne sais pas si c'est important ou pas qu'un directeur artistique ait déjà été comédien. Pas nécessairement. Les qualités qu'on attend d'un directeur artistique ne sont pas les mêmes que celles qu'on attend pour un comédien. Un directeur artistique, c'est lui qui est garant de la VF, il attend un résultat. Il est tenu d'avoir un résultat, c'est lui, on lui donne les clés pour obtenir ce résultat. Et pour obtenir ce résultat, il y a des gens qui vont le faire, et s'ils sont un petit peu à côté, il faut pouvoir les aider. Il faut amener le comédien à ce qu'on veut. Et c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on sait forcément l'expliquer. Pour moi, un bon directeur artistique, c'est pas forcément un bon comédien. Je dis pas que Greg Lenné est un chien en tant que comédien, c'est pas ça que j'ai dit, attention, pas de raccourci. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me sens en portée et en sécurité, et donc plus à même de proposer des choses avec un directeur artistique qui va m'épauler et m'amener vers ce quoi il veut. C'est ça qui est important. C'est exactement comme un metteur en scène. Un metteur en scène, c'est pas forcément un comédien. Voilà, Donc ce sont pour moi deux choses différentes. C'est pas obligé d'être comédien pour être un bon directeur artistique. Et il y a d'excellents comédiens qui ne sont pas de bons directeurs artistiques parce qu'ils ne savent pas diriger les gens. Il faut quand même faire preuve. Quand on est à la barre et qu'on propose quelque chose, on est fragile, on est perméable, on se fout à poil quand même. Donc tout d'un coup, s'il y a quelqu'un qui castre un peu, on va un peu se renfermer et ça va être plus dur pour proposer. Quand on a un DA sur qui on peut s'appuyer, et ben forcément le travail va être plus intéressant et va se faire dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Mais ouais, être comédien, c'est pas une étape obligatoire pour être directeur artistique. Il y a de très bons DA qui ont été ingé son aussi. Ils savent diriger des gens. Voilà, c'est une question de sensibilité. Le but pour un directeur artistique, c'est de comprendre les comédiens et surtout les comédiens qu'il fait travailler et de savoir leur parler et de se faire comprendre par ces comédiens. C'est ça vraiment les meilleures qualités pour un DA. Être comédien, ça peut aider. Moi, ça m'a aidé, mais c'est pas une obligation pour être un bon directeur artistique. Moi, j'avais la question dans l'autre sens, c'est est-ce que des comédiens de doublage ont les connaissances nécessaires pour devenir... Pas forcément. Eh ben, pas forcément. Non, pas forcément. S'ils n'arrivent pas à amener quelqu'un à un résultat, peut-être que ce ne sont pas tout à fait des gens qui sont les plus pertinents en DA. En général, pour devenir directeur artistique, de toute façon, c'est un peu comme les comédiens qui débutent et qui vont assister en plateau. On devient d'abord assistant d'un directeur artistique pour voir justement les coulisses, voir comment il fait, comment il se prépare, comment il parle aux comédiens, comment il réfléchit différemment des comédiens, puisque nous les comédiens, quand on arrive en plateau, on ne voit que nos scènes. Par exemple, lui, le directeur artistique, c'est lui qui a la vision d'ensemble, il connaît déjà toute l'œuvre, donc voilà, il a des éléments que les comédiens n'ont pas, donc c'est à lui de faire comprendre aux comédiens pourquoi il lui demande ça, pourquoi, voilà. Donc, ouais, ce qui va être important, c'est d'assister un directeur artistique pour apprendre comment ce métier-là fonctionne. Et dans la convention, je crois que c'est... Et dans cette fameuse convention, je crois que tu ne peux pas devenir DA théoriquement si tu n'as pas été assistant. Théoriquement. Oui, c'est la théorie. Oui, théoriquement. Merci pour ta question en tout cas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, je vois là-bas. Vas-y. Je me demandais, au niveau de la relation avec les écrivains, ceux qui font les dialogues, Les adaptateurs, tu veux dire? voilà. Ok. Voilà, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux, c'est plutôt unilatéral? Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec les équipes en charge d'adapter les dialogues, les traductions même peut-être, et autres, justement, parce que ça, est-ce que c'est pas plutôt le boulot du directeur artistique qui va être justement en charge de relier tout ça? Alors, c'est pas son boulot de relayer tout ça. Il y a entre le directeur artistique et les auteurs, il y a ce qu'on appelle les chargés de production, les chargés de prod. En fait, c'est eux qui coordonnent tout le monde, qui coordonnent directeur artistique, ingénieur du son, auteur, traducteur. Voilà, c'est à eux de mettre en relation tout le monde. Normalement, dans la théorie, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'échanges, justement. Dans la pratique, malheureusement, il n'y en a pas assez. Il y a certaines séries où ça va très bien se passer, où il y aura beaucoup justement de questions de la part des auteurs et des directeurs artistiques qui vont répondre rapidement, voilà. Il y aura ces échanges-là. Il y a des cas où il n'y a aucun échange et où malheureusement il faut faire avec. Donc ça va dépendre un peu de tout le monde. Les comédiens n'ont aucun... Les comédiens, par contre, non, il n'y a aucun échange, voilà. Par contre, nous en tant que comédiens, quand on est sur une série, par exemple, avec des termes ou des choses précises, il peut arriver que cette série n'ait pas été adaptée s'il y a un certain nombre d'épisodes, par le même adaptateur. Il peut y avoir un pôle d'adaptateurs. Et tout d'un coup, quelquefois, on se rend compte, on se dit, ah, cet épisode, il n'est pas écrit de la même façon que l'autre. C'est-à-dire qu'on reconnaît aussi le style d'un adaptateur, de façon positive ou négative, c'est pas la question, mais on voit quand ça n'a pas été adapté de la même façon. Et surtout, s'il y a une Bible au départ, avec des termes, des termes... des termes particuliers qui sont propres uniquement à la série. Par exemple, une série Heroic Fantasy peut avoir des noms très particuliers, ou si c'est basé sur des jeux de rôle, il y a tout un vocabulaire qui va avec les jeux de rôle qu'il faut connaître, comme par exemple, je me souviens d'une série qu'on avait doublée où tu étais aussi The Guild, la web série The Guild, oui c'était il y a quelques années, qui est une série sur l'univers des jeux de rôle. Moi, il y a des termes, j'avais beau avoir fait des jeux de rôle, il y a des termes que je connaissais pas encore, comme loot. Ouais, j'ai découvert loot, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, il y a du vocabulaire vraiment très particulier, et ça justement, il y a ce qu'on appelle donc des bibles, c'est-à-dire des documents qui doivent lister tous ces termes particuliers à une série et qui doivent prévenir les auteurs, voilà, ce terme-là ne doit surtout pas changer en VF, il doit rester, ce terme-là, il faut l'adapter en VF, il ne faut pas que ça reste comme ça, voilà. Ils ont des consignes au départ pour leur dire quoi faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Sinon, il y a une perte de cohérence. Tout à fait. Sinon, il y a une perte de cohérence, exactement. Et c'est pareil aussi pour les prononciations, quel est le parti pris, etc. Donc ça, normalement, c'est censé être défini au départ. C'est censé être défini au départ et être vu. Et puis, quelquefois, donc, sur ces fameuses bandes rythmo dont on a parlé, quand il y a au début, quand il y a un nom propre, il peut être écrit en phonétique en dessous, en disant voilà la phonétique qui a été choisie. Mais tout d'un coup, quand on passe d'un auteur à l'autre et qu'on a un mec qui s'appelle, je sais pas... moi je sais, qui s'appelle Jirkniv Runfarlordelnix, qui est le nom de mon personnage dans Overlord et que j'ai dû prononcer plusieurs fois. D'accord, mais est-ce que tu as eu deux non, phonétiques? Non, j'ai rien eu du tout. Voilà, j'ai dû me démerder tout seul. Non, mais je prends n'importe quoi. On va dire qu'il y a un personnage qui ça s'appelle, le prénom c'est Lorraine, L-A-U-R-E-E-N. On dit Laurine ou Lorraine? Et bien il y a un auteur qui va marquer en dessous Laurine, et puis dans un épisode après il y aura Lorraine. Attendez, c'est la même grossesse ou pas? Ouais, d'accord, ok. Alors on dit Laurine, non mais la semaine dernière on a enregistré Laurine. Ah ben je sais pas, faut qu'on... Bon, voilà. Ça arrive. Donc, est-ce que c'est des questions de... Est-ce que les auteurs entre eux ont le temps de décider... Enfin, c'est pas eux qui décident de la prononciation, mais est-ce que toutes les informations
ont été mises en commun et sont bien reprises pour que tout le monde ait les mêmes infos et pour que finalement on perde le moins de temps possible en studio et qu'on soit le plus efficace, etc. Voilà, quelquefois ça laisse un peu à désirer. Oui, j'ai eu le cas récemment d'ailleurs, je ne dirais pas la série, mais il y a eu le cas avec un prénom comme ça. En fait, le personnage, son prénom s'écrivait S-H-I-O-N, et voilà, on ne savait pas comment le prononcer, et en fait, on a remarqué malheureusement que comme il n'y avait eu aucune info dans le doublage, il y a un épisode où ça a été prononcé Sion, plusieurs épisodes après, ça a été prononcé Chion, et encore plusieurs épisodes après, ça a été prononcé Chion. Un exemple flagrant de aucune communication, aucune consigne de la part du client, pas d'auteurs qui se sont consultés et le directeur artistique qui n'a pas fait gaffe. C'est le boulot des chargés de production. Là honnêtement c'est le boulot de tout le monde. C'est-à-dire les chargés de prod peuvent s'en assurer, les auteurs doivent se concerter entre eux et le directeur artistique doit aussi pointer du doigt en disant ah bah là je n'ai pas, donc il doit contacter pour dire là j'ai pas, faut que vous me disiez ce que je dois faire en plateau. Et là personne n'a fait son travail. Et donc à ce moment-là on fait ce qu'on appelle des retakes. Non même pas, ça a été diffusé comme ça. Normalement, on fait des retakes, ok. On fait des retakes et on dit bon bah voilà, Chion, c'est peut-être un peu conne, mais on va le prononcer comme ça. Et donc après, voilà, tout le monde, au moins que ce soit cohérent. Voilà. Vous qui évoluez dans le métier du doublage depuis déjà de nombreuses années, est-ce que vous avez justement remarqué une évolution dans les techniques, dans le métier en lui-même? Est-ce qu'il y a de grosses évolutions qui ont été apportées justement? Alors, la vieille chemin va vous dire que oui. non, mais oui, bien sûr, il y a des évolutions parce que la technique fait que maintenant on travaille beaucoup plus vite. Quand on parle de boucles et de bandes rythmo, maintenant tout est numérisé. Donc, on va d'un timecode, c'est-à-dire d'un endroit du film à un autre. Voilà, on rentre le timecode et boum, on arrive directement à la boucle. Et donc on peut faire un saut dans le film, etc. Autrefois, ça n'était pas possible. Voilà, donc avant, c'était pas possible. Donc on mettait beaucoup plus de temps à doubler les films. C'était du temps qui était... voilà, on ne glandait pas. Hein. Mais cela dit, ça prenait plus de temps. Maintenant, la technique fait qu'on en gagne. Ça, c'est l'une des choses essentielles par rapport au doublage. C'est le temps. On a de moins en moins de temps pour doubler avec la même qualité des produits. Ensuite, il y a des diffuseurs pour des questions toujours techniques, pour que le mixage, etc., du son, préfèrent que les voix, même deux personnes qui se parlent et qui sont sur le même plan, c'est-à-dire que là, nous, on est sur le même plan, mais là, on n'est pas sur le même plan, parce que toi, tu es loin et moi, je suis là. Quand on est sur le même plan, quelquefois, on n'enregistre pas ensemble parce qu'on peut se chevaucher. D'accord? On est ce qu'on appelle overlap, c'est-à-dire parler en même temps. Et donc, on ne peut pas mixer ça bien. Donc, on va séparer. Donc, souvent, on sépare de plus en plus les pistes. C'est pour ça qu'on est aussi amené à être souvent un petit peu plus seul au micro. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, qui sont des avances technologiques, mais qui ne sont pas humainement. Oh, putain, je m'embraye sur... C'est très bien parce que tu fais une belle passerelle. Il nous restait non, mais il y a des évolutions. Il nous reste 15 minutes et on va justement s'attarder sur ces 15 minutes maintenant sur la problématique de l'IA dans le milieu du doublage. On vous laisse avec cette vidéo. Bonjour, je suis Brigitte Cordier. Donald Ragnon. Dorothée Pousseau. Aline Chetaille. Howard. Pascal Chemin. Nina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Freezer. Jim Carrey. Mark Simpson. Je suis la voix française de Homer Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont quitter tout blanc. Espèce d'enfoiré. Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. les voix humaines que vous entendrez dans les films, et des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes et graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Pas tous, quoi. Punaise,
Vous avez compris. La culture est en danger, car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas ça que j'ai dit, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir Pour des arnaques de plus en plus crédibles. Nous usurpons, par exemple, votre identité ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. ce sont plus de 15 000 emplois. artiste, production. Ingé son, direction artistique, sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous, à travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elle soit De qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attaché à vos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati, pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire partager en story. et signer la pétition dans nos bios respectives Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma lèvre. pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Donc voilà, vous l'avez certainement, je pense, vu et revu sur les réseaux sociaux. Elle a tourné énormément sur les réseaux, aussi bien sur Twitter, Facebook, Insta et autres. J'en passe et des meilleurs, relayés par tout le monde, par beaucoup de streamers, de youtubeurs, de comédiens et autres, et le public, bien entendu. Et voilà, moi j'ai une question qui va être très simple, je l'ai posée tout à l'heure à Jean-Pierre et Damien. Cette vidéo a été relayée plus de 15 millions de fois, on va dire. Ça a été plus qu'espéré. Et maintenant, je sais que c'est très rapide, je sais qu'on est à quelques semaines de la diffusion de cette vidéo, mais est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce qu'on commence à en parler? Voilà. Alors, oui, il y a un impact. Le but de cette vidéo était d'alerter les pouvoirs publics, parce que malgré les relances faites par tous les comédiens, etc., l'État, pour l'instant, était sourd à nos demandes. Et voilà, il y avait une fin de non-recevoir. Cette vidéo a permis qu'une porte s'entrouvre au ministère de la Culture. Ça n'est qu'une porte entrouverte, la partie n'est pas gagnée, on est bien d'accord, mais au moins, c'est vrai que tout le monde a joué le jeu, le public, les journalistes qui ont relayé l'information, donc ça a été assez important. Donc il y a une conscience de ça. Maintenant, ça n'est qu'un... Voilà, la porte est entrouverte, ça n'est pas plus, mais c'est déjà énorme parce que ça fait plus d'1 an et demi que les comédiens, mais aussi d'autres artistes, parce qu'on n'est pas les seuls dans le bateau, essayaient de tirer la sonnette d'alarme. Donc au moins, ça se mérite là. Voilà. Et que les gens peut-être prennent davantage conscience, parce que quand ça ne nous touche pas, franchement, on s'en fout. Et on est tous pareils, et c'est normal, et c'est humain. Donc voilà, donc là c'était simplement Donc les gens ont pris un peu conscience que... voilà, et que nous n'étions peut-être que la partie immergée de l'iceberg. Est-ce que Pascal, ça ne toucherait pas tous finalement? Parce que là, le truc, c'est que quand tu dis ça, je comprends ce que tu veux dire par là, parce que ça te touche vous personnellement, mais comme ça a été si bien expliqué, et à chaque fois je le redis, le doublage en France, qui est là, je le répète encore une fois, l'un des meilleurs doublages dans le monde, c'est comme ça, c'est dit par les compères étrangers et autres, et bien en fait, ça fait partie du patrimoine culturel, ça fait partie de la pop culture, ça fait partie de notre patrimoine à nous, et j'ai envie de vous dire que ça touche tout le monde, puisqu'on est tous habitués à ces voix qui donnent vie, à ces comédiens, à ces personnages et autres. Et je pense que tout le monde est touché par ça, parce que demain, moi, je vais entendre, je prends un exemple, n'importe lequel, je vais entendre une voix très connue, Keanu Reeves, n'importe qui et autres, et là d'un coup, je l'entends avec une voix qui ne va pas nécessairement l'imiter, mais une voix qui a été générée, et qui n'aura pas l'âme du comédien qui va la jouer, parce que c'est du jeu. On oublie ça, les amis, mais entre jouer au cinéma et jouer un personnage comme ça en doublage, il y a une différence quand même. Non, mais ce que je veux dire, que ça ne touche pas tout le monde, c'est-à-dire que pour l'instant, on parle de choses où, voilà, très concrètement, il y a l'IA, on n'a plus de boulot dans cette branche-là. Voilà.
Les gens qui ont leur travail, ils s'en foutent. Sauf que demain ou après-demain, c'est peut-être l'IA qui tout d'un coup va les dégommer de leur boulot. C'est pour ça que je dis que ça ne les touche pas. Après, malheureusement, de plus en plus, on entend des voix synthétiques qui ne sont pas forcément des doublages, enfin, qui ne sont pas issues du doublage, mais des voix synthétiques qui font des commentaires absolument délirants et sur je veux en venir, sur les stories des gens pauvres. Je suis au TGS et machin. Et vous voulez faire des stories sur TikTok, prenez votre voix, prenez pas une voix de merde. Voilà. Donc on est habitué petit à petit, vous vous habituez, on s'habitue, les enfants s'habituent à ce que de façon homéopathique, ils entendent des voix de synthèse. Et après, on ne fera plus la différence. Et c'est pas simplement des questions de qualité, c'est qu'on aura été habitué à ça. Je prends un exemple. Un gamin, si à 7 ans, on lui fait bouffer une purée trop salée pendant 15 ans, il aimera la bouffe trop salée, même si c'est mauvais pour sa santé. Ça niquera le goût de ses aliments, des pommes de terre, des machins, etc. Il n'y aura que le goût du sel, mais il y sera habitué. On lui enlèvera le sel, il dira ah, bah, ça n'a pas le même goût, etc. Machin. Et il aura bouffé de la merde pendant 15 ans parce qu'on l'aura habitué. Quand on habitue nos enfants à 5 ans, à 6 ans, ou même avant, à entendre des voix artificielles qui, pour l'instant, et j'espère le plus longtemps possible, ne dégagent aucune émotion et sont juste des contrefaçons, on les habitue à écouter de la merde. Voilà. Donc c'est une question d'éducation. Et c'est pas seulement le doublage. C'est ça. C'est vachement important. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est la triste constatation. C'est pour ça que je suis très en colère par rapport à My Little Pony, etc. Avec Hasbro qui dit que les doublages pour les enfants maintenant vont se faire par IA, et ben c'est criminel. Et donc c'est à vous de dire non, j'ai pas envie que mon enfant il entende de la merde. Mais c'est surtout qu'en plus, ce qui est criminel, c'est que, dites-vous une chose, l'IA a cette portée, a peut-être cette puissance qui fait qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'entendre des gens qui parlent, sans donner peut-être ce sentiment de jeu et autres que nos comédiens vont faire. C'est des humains, c'est normal. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on va vous obliger à écouter de la merde, dans le sens que, par exemple, pour cet extrait de My Little Pony, vous l'avez certainement vu partout sur tous les réseaux, notamment sur X, mais en fait, l'IA, elle est bête et disciplinée. Ça veut dire qu'elle va traduire littéralement. Sauf que les jeux de mots qui sont en anglais vont être traduits littéralement de l'anglais au français, sans adaptation. Et cette séquence de My Little Pony est un parfait exemple, puisqu'ils font un jeu de mots sur des œufs et autres, sauf que l'adaptation qui a été faite en française garde le mot œuf avec le mot après. Mais ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. En fait, l'IA n'invente rien. L'IA va puiser, moissonne tout ce qu'il y a à moissonner dans les voix, dans la photo, dans les dessins, etc., pour se nourrir et pour essayer d'être de plus en plus performante. Mais ça n'est pas... pour l'instant, ça n'est pas prêt et il y a des incohérences. Donc, quand on a des traductions qui sont douteuses, qu'on les met et qu'on se resserre de ces exemples pour alimenter l'IA, on ne fait que niveler par le bas, par exemple pour des traductions de texte, des choses qui sont approximatives. Et on continue, et l'IA, hop, chaque fois, se nourrit de trucs approximatifs. Et bien plus elle se nourrit de trucs de plus en plus approximatifs, au bout d'un moment, ça devient des trucs faux et ça devient nul. Donc la qualité baisse. C'est ça. L'IA ne crée pas. Elle reprend. Donc si elle reprend des choses qui sont pas très bien, et bien de plus en plus de choses pas très bonnes vont devenir des choses de plus en plus pourries. Et donc il y a vraiment une baisse de la qualité. Non. Ah non mais attends, alors tu sais qu'il reste 2 minutes. Je pose la question, une chose c'est très bien, parce que là on parle bien de tout à l'heure, on fait tout le boulot du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que déjà, le problème n'est pas déjà de la première partie, l'IA en train de faire remplacer vous remplacer
faire de la parole, ça. En fait, non, mais parce que moi, je peux pas aller simplement être tournée vers les comédiens, je vais être tournée vers tout le monde. C'est pour ça que je dis le texte, etc. Il y a une qualité qui n'est pas très bonne, puisqu'on ne peut pas forcément traduire la spécificité d'une langue, puisqu'elle est différente, etc. Du jeu de mots, que ça s'adapte, et que si on ne sait pas l'adapter, ben, ça devient un jeu de mots pourri, qu'on reprend et qui devient de plus en plus pourri, etc. Le deepfake, c'est que ce soit l'image ou que ce soit la voix, à partir du moment où on prend la voix de quelqu'un, l'image de quelqu'un, sans son consentement, pour lui faire dire de la merde, pour le mettre dans une situation humiliante, etc., c'est interdit par la loi. C'est interdit. Même si c'est de la parodie, ça peut être toléré, mais sur TikTok, je vais prendre l'exemple, il n'est pas là, Johan Sauver, qui est un comédien qui est sur... Classroom of the Elite. Classroom of the Elite. Il y a un compte sur TikTok qui reprend sa voix, donc il lui vole, qui ne lui demande pas son avis. La voix, c'est une propriété intellectuelle, c'est une propriété de la personne. Ça nous appartient. Il reprend le truc. Il fait dire à son personnage des horreurs. Il y a des mineurs, donc je ne vais pas dire les paroles qui sont dites dans ces vidéos, qui sont des vidéos à caractère vulgaire, voire pornographique. D'accord? La plateforme accepte. La plateforme accepte. Ça n'est pas normal. Le comédien, il les a comme ça, parce que tout d'un coup, il est assimilé à des propos discriminatoires, des propos sexuels, des propos qui sont condamnables. Des propos qui sont condamnables. Donc non, le deepfake, non. Non. Et le mec qui fait ça en plus, mais même pas que c'est une IA, il fait LOL, d'accord, LOL. Et cette voix qu'il a volée, qu'est-ce qu'il va faire le Gus? Il va vendre via l'Angleterre, sur une plateforme, la voix de Johan en train de dire des horreurs. En plus, il se fait du blé avec une matière première qu'il a volée. Alors oui, il y a de quoi être en colère. Et c'est pour ça qu'on est en colère. Parce que nous, notre matière première, notre truc, on nous le pique pour en faire n'importe quoi. Et des choses qui sont souvent condamnables et qui sont condamnées par la loi. Très intéressant, et je pense qu'on aurait pu faire une heure là-dessus sans problème. Moi j'ai une petite... Ouais, j'ai compris que tu avais démarré là, on était sur la première, on est déjà à la cinquième. Moi j'ai une question, alors ça n'a pas nécessairement rapport avec l'IA, mais justement par rapport à la propriété, l'appartenance de la voix au comédien. Quand une personne fait un contenu qui va être monétisé sur YouTube, et que cette personne, attention, imite la voix d'un comédien, comment ça se passe? C'est pas la même chose, parce que là c'est une personne qui imite. Voilà. Donc ce n'est pas la voix du comédien. D'accord. Parce que même si c'est une imitation, je veux savoir, tu vois, c'est une imitation. Et une imitation, on va dire, génétiquement parlant, personne n'a la même voix. Il y a des voix qui se ressemblent. Les imitateurs peuvent imiter la voix de quelqu'un, mais c'est une voix qui va énormément ressembler, ce ne sera jamais exactement la voix de la personne. Jamais. Donc, imaginons quelque chose, imaginons que... voilà, qui fait la voix de Patrick Poivet, qui l'imite très bien, et qui lui fait dire des choses horribles, et imaginons que Patrick Poivet soit toujours vivant et soit pas d'accord, s'il va au tribunal, en 2 minutes il gagne, parce qu'il peut prouver que ça n'est pas sa voix. Enfin, il y a quelqu'un qui imite, c'est pas pareil que reproduire la voix par IA. Quelqu'un qui imite à partir du moment... Oui, quelqu'un qui imite à partir du moment où il n'a pas la volonté de tromper le public, il n'y a pas de souci et que c'est une parodie. Les grands imitateurs, etc., machin. Il y a quand même eu, en 1975, non, mais c'est important parce que un procès qui a fait jurisprudence, puisque Claude Pieplu, qui était la voix des Shadocks, les Shadocks pompaient, sa voix avait été imitée, donc par un imitateur, pour une publicité, pour vendre quelque chose. À des buts, qu'est-ce que tu mets? À un but lucratif, merci. Un but lucratif. Et le public ne savait pas. Et donc, les gens ont dit, Claude Pieplu fait la voix de la bouteille d'eau, du machin, de tel produit, de tel produit. Claude Pieplu a gagné. Donc, quand on fait croire, quand il y a une volonté de tromper le public, eh bien, la personne
peut avoir des dommages et intérêts. Il y a eu la personne qui ressemble, comment est-ce qu'on dit? Le sosie, merci. D'un comédien très connu dont on ne dit pas beaucoup le nom en ce moment parce que bon, il a un peu des casseroles aux fesses, qui vendait des pâtes. Eh bien, l'original a eu des... Oui, il a fait une pub pour les pâtes. Mais non, c'est son sosie. Ah bon? C'est son sosie. Et donc, C'était pas lui? ben non, et il a eu gain de cause. Tu Parce déconnes? que... Mais j'ai toujours cru que c'était lui, moi. Non, mais attends, c'est son sosie? Ah bon? Attends, j'ai toujours cru que c'était lui-même, Mais moi moi aussi. Écoutez, je suis quasiment sûre. Alors si c'est tourné, je dis une connerie, j'ai pas compris. Mais non, mais je suis quasiment sûre. En tout cas, il ressemble beaucoup à Fernandel. Hein. À partir du moment où on essaye de duper, Oui. et donc on joue sur la notoriété de quelqu'un, que ce soit son image, sa voix, sans le consentement de la personne, à ce moment-là, oui, la personne peut estimer qu'elle est volée de son image, de sa voix, qui sont des attributs propres à sa personne. Voilà. Il y a eu le cas de Claude Pieplu. Je crois que, je ne sais plus qui, un chanteur, etc., avait demandé des dommages et intérêts pour un... Pareil, quand on fait appel à des sosies, parce que le public n'est pas au courant. Voilà, c'est tout. Très bien. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît.